Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un monument, je dirais. Ah oui, on peut le dire. Pas un, pas un vieux livre de science poussiéreux, mais vraiment une œuvre qu'on résume souvent par la théorie qui a ébranlé le monde. L'origine des espèces de Charles Darwin. Exactement. Et le titre complet est déjà tout un programme. De l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Un titre qui, déjà, met les pieds dans le plat. On sent que ça va secouer. Voilà. Et notre mission pour cette analyse, c'est de comprendre pourquoi ce livre, plus d'un siècle après, pouvait encore être lu avec profit par les biologistes professionnels. C'est une citation de Sir Julian Huxley, ça? Oui, de l'introduction qui est une de nos sources. On va essayer de démonter la mécanique de pensée de Darwin, de voir comment il a construit son argumentation pour qu'elle soit si dévastatrice. Et pour ça, il faut vraiment, vraiment faire un saut dans le temps. On est en 1859. C'est un autre monde. Complètement. La croyance quasi unanime, même chez les plus grands scientifiques, c'est que les espèces sont fixes, Immuable. immuables, créées séparément et qu'elles n'ont pas bougé. Et surtout, il y a un vide scientifique énorme. On ne sait rien des gènes, de l'ADN, Rien sur l'hérédité, en fait. rien du tout. Et c'est dans ce brouillard que Darwin arrive et apporte, pour citer ses contemporains, l'unité, l'ordre et un principe universellement applicable à toute la biologie. Une grande narration unificatrice. C'est ça. D'accord. Alors, plongeons dedans. D'après Huxley, le livre a eu un double impact. Le premier, c'était de démontrer le fait de l'évolution. Comment il a fait pour rendre ça incontestable? C'est toute la différence entre une intuition et une vraie démonstration. Darwin a passé plus de 20 ans à compiler ce que Huxley appelle une vaste et judicieuse collection de preuves. 20 ans? Oui, il est allé piocher partout, en embryologie, en montrant les ressemblances folles entre des embryons d'espèces très différentes. D'accord. Dans la distribution géographique, les fossiles, il a regardé la succession des formes de vie dans les couches géologiques. En gros, il a agi comme un procureur qui accumule les pièces à conviction. C'est exactement ça. Une pièce seule ne prouve peut-être rien, mais l'ensemble... L'ensemble devient accablant. Il a créé un faisceau de preuves si dense que la conclusion d'une descendance commune, d'une transformation, devenait la seule explication logique. L'explication la plus simple, finalement. La plus simple et la plus élégante, oui. Ok, donc ça, c'est le quoi. Il a prouvé le fait de l'évolution. Mais la question qui devait brûler toutes les lèvres, c'était, d'accord, mais comment? Et c'est là qu'on arrive au deuxième impact. La sélection naturelle. C'est là que Darwin devient le Newton de l'histoire naturelle. Il a fourni le mécanisme, le comment. Et c'est ça qui a tout changé. Ce n'était plus juste une spéculation. Non, il a expliqué comment l'évolution pouvait se produire de façon automatique, sans intervention extérieure. Et c'est ce mécanisme qui a convaincu les biologistes professionnels. Parlons de sa méthode alors, parce qu'elle est surprenante. On s'attendrait à des fossiles de dinosaures, mais non, il commence avec Les pigeons. les pigeons, les chiens, les choux. C'est un choix très terre-à-terre. Pourquoi un exact? C'est un coup de génie. Un coup de génie pédagogique. Il nous prend par la main en commençant par un terrain que tout le monde connaît. C'était sa meilleure et plus sûre piste, dit-il. C'est un laboratoire à ciel ouvert, en fait, contrôlé par l'homme. Précisément. L'élevage, c'est l'évolution en accéléré. Et en l'observant, il établit des principes fondamentaux. D'abord, l'héréditabilité. Qui nous semble évident aujourd'hui. Oui, mais à l'époque, il écrit cette phrase toute simple. L'hérédité de chaque caractère est la règle et la non-hérédité l'anomalie. En gros, les enfants ressemblent à leurs parents. C'est la base de tout, hein. D'accord. Et à partir de là, il montre des choses plus subtiles. Par exemple, l'effet de l'usage et du non-usage. Il prend l'exemple du canard domestique. Ah oui, racontez. Il compare son squelette à celui d'un canard sauvage. Et le résultat est net. Les os des ailes du canard domestique pèsent moins lourd et ceux des pattes pèsent plus lourd. Parce qu'ils volent moins et qu'ils marchent plus. Logique. Logique, l'habitude à modeler le corps. Et ce modelage s'est transmis sur des générations. Il y a aussi cette idée qui me fascine, la variation corrélée. L'exemple des chats. Ah oui, c'est un de ces détails qui rendent sa lecture si concrète. Il note ce fait qu'il qualifie lui-même de capricieux, Lequel que les chats qui sont entièrement blancs et qui ont les yeux bleus sont souvent sourds, c'est ça? sont presque toujours sourds. Pour lui, c'était la preuve que, quand on sélectionne un caractère, un autre peut apparaître sans qu'on l'ait cherché. Les traits sont liés. D'accord, je vois. Donc il part de ce constat. L'homme, en choisissant qui se reproduit,
peut créer des différences énormes entre un cheval de course et un cheval de trait. Comment il fait le pont avec la nature? C'est le pivot de son argument. Il pose une question d'une simplicité désarmante. En substance, il dit « Regardez ce que l'homme peut faire en quelques siècles. Imaginez la nature sur des millions d'années. » Et il introduit deux facteurs clés. Oui, d'abord, l'existence de variations, partout, tout le temps. Et ensuite, une idée qu'il emprunte à l'économiste Malthus. Le fait qu'il n'ait toujours plus d'individus qu'il ne peut en survivre, Exactement. Et donc, une compétition s'engage. Inévitablement. une lutte pour la vie. Voilà. Et dans cette grande et complexe bataille de la vie, tout individu qui naît avec une variation, même légère, qui lui donne un avantage, Un meilleur camouflage, un bec un peu plus efficace. aura de meilleures chances de survivre, de se reproduire et de transmettre cet avantage. C'est ça la sélection naturelle. Ou, comme il l'appelle aussi, la survivance du plus apte. Cette expression, la survivance du plus apte, a une connotation un peu brutale. On imagine une loi de la jungle impitoyable. C'est une mauvaise interprétation très courante. Darwin, lui, est très clair. C'est-à-dire, La lutte la plus sévère, ce n'est presque jamais entre le prédateur et la proie. Elle est presque invariablement entre les individus de la même espèce. ah oui, parce qu'ils sont en compétition directe pour exactement les mêmes ressources. Précisément. Même nourriture, même territoire, même danger. La compétition la plus féroce, c'est entre cousins. Il donne un exemple pour cette science-là. Oui, un exemple agricole. Semer différentes variétés de blé dans un champ. Au bout de quelques années, les mieux adaptés à ce sol, à ce climat, auront pris toute la place et auront éliminé les autres, Sans combat, sans violence, juste par une meilleure efficacité. C'est ça, la lutte pour l'existence. et ça ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas seulement de survivre, il ajoute une autre couche de complexité, le principe de divergence. Ah, ça c'est un point absolument crucial. C'est presque une leçon de stratégie d'entreprise, non? Ne pas être en compétition frontale avec tout le monde, trouver sa propre niche. C'est une excellente analogie. Si tous les descendants restaient identiques, la concurrence serait terrible. La divergence, c'est la solution de la nature, dans l'économie de la nature. Il a un exemple concret? Toujours. Prenez un carnivore. Imaginez que ses descendants varient. Certains, par hasard, grimpent mieux aux arbres. D'autres peuvent fouiller dans l'eau. D'autres tolèrent des végétaux. Ils ne sont plus en compétition directe. Exactement. Chacun exploite de nouvelles ressources. Et au final, la lignée entière peut augmenter son nombre total d'individus bien plus que si tous étaient restés identiques. C'est fascinant. Et on sent sa rigueur parce qu'il anticipe les objections. Il s'attaque même à la plus grande de toutes, les organes d'une extrême perfection, l'œil. Oui, et ce passage est un modèle d'honnêteté intellectuelle. Il ne l'esquive pas, au contraire. Il met la barre très haut pour lui-même. Il écrit « Supposer que l'œil ait pu être formé par la sélection naturelle semble, je l'avoue, librement absurde au plus haut degré. Alors comment il s'en sort? Parce que l'objection est forte. À quoi sert un demi-œil? » C'est là que se situe le piège, et il le désamorce brillamment. Il explique que le problème est insurmontable pour notre imagination, mais pas pour notre raison. Ok, alors quel est le raisonnement? Il repose sur 3 points. Premièrement, il n'y a pas de saut de rien à un œil parfait. Il nous dit, regardez dans la nature, on y trouve toute une série de gradations. Des versions plus simples de l'œil. Exactement. Et chaque étape, même la plus simple, est utile. Il donne l'exemple du lancelet, un petit animal marin. Son œil n'est qu'un petit sac de peau transparente pourvu d'un nerf et tapissé de pigments. Pas grand-chose, mais Mais ça lui permet de distinguer la lumière de l'obscurité. C'est déjà un avantage énorme. d'accord, ça c'est le premier point. Il existe des versions bêta. Et les deux autres? Le deuxième point, l'œil, comme tout le reste, varie. Ces variations sont héritables. Et le troisième? Ces petites variations peuvent devenir un avantage. Et en combinant les trois? La conclusion devient logique. Pas besoin d'imaginer que la cornée et le cristallin sont apparus d'un coup. Chaque petite amélioration, même infime, Une meilleure sensibilité à la lumière, une courbure un peu plus efficace. aurait donné un léger avantage, aurait été sélectionnée, préservée et serait devenue la base pour l'amélioration suivante. C'est ça le vrai tour de force. Il nous apprend que notre incapacité à imaginer un processus graduel n'est pas un argument contre son existence. Absolument. Il nous invite à penser en temps profond. Une autre chose qui frappe, c'est l'esquisse historique au début du livre. Il prend soin de citer ses prédécesseurs, Buffon, Lamarck, même son propre grand-père. Oui, Erasmus Darwin. C'est à la fois de l'honnêteté académique et une stratégie habile.
Comment ça, une stratégie? Ça montre que son idée ne sort pas de nulle part, qu'elle s'inscrit dans un courant de pensée. Ça la rend moins radicale. Et il y a un cas qui me mentionne qui est stupéfiant. Lequel? Celui du docteur W.C. Wells en 1813, Donc bien avant Darwin. presque 50 ans avant. Ce médecin, en parlant des races humaines et de leur résistance aux maladies, énonce presque mot pour mot le principe de la sélection naturelle. Incroyable! Il écrit que ce que les agriculteurs font par art, la nature le fait avec une égale efficacité bien que plus lentement. Il avait tout compris. Tout. Mais son idée passait complètement inaperçue. Ce qui pose la question, pourquoi Darwin et pas les autres? Qu'est-ce qui a fait que, avec lui, ça a pris? C'est la différence entre une fulgurance et la construction d'une cathédrale. L'idée de Wells, c'était une étincelle. Le livre de Darwin, c'est un incendie. C'est la force de l'argumentation. C'est la synthèse monumentale, l'accumulation de preuves venant de tous les domaines de la biologie, organisée de façon magistrale. Personne n'avait fait ça avant lui. Et il voyait loin. La fin du livre contient des sortes de prophéties qui sont vertigineuses aujourd'hui. Ah oui, c'est incroyable de lucidité. Il écrit que la psychologie sera basée sur une nouvelle fondation. Que nos classifications deviendront des généalogies. Et cette litote géniale, la lumière sera jetée sur l'origine de l'homme et son histoire. Il a distribué le travail pour les 150 années à venir. C'est exactement ça. Chacune de ces phrases a défini des pans entiers de la science du XXe siècle. Pour finir, revenons à Huxley, notre guide. 100 ans après, il prolonge la pensée de Darwin. Il dit que si Darwin a éclairé notre origine, la science qui en découle éclaire maintenant notre destinée. C'est une conclusion très puissante, presque philosophique. Huxley constate que l'être humain Ce produit de l'évolution, est devenu la première espèce capable de comprendre le processus qu'il a créé. Et en le comprenant, il devient capable de l'influencier. il a cette phrase magnifique. Oui, en l'homme, le processus évolutif est devenu conscient de lui-même. Nous sommes le moment où l'évolution se regarde dans un miroir. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question en suspens. Si ce processus aveugle est maintenant conscient à travers nous, est-ce que ça ne nous confère pas une responsabilité inédite dans l'histoire de la vie? C'est toute la question. Darwin nous a montré d'où nous venions. Mais la question de savoir où nous allons et surtout comment nous décidons d'y aller, elle reste entièrement entre nos mains.